Nous allons écouter un troisième et dernier exposé, celui de Alice Le Gall. Alors là, pour le dernier exposé, on va loin, on part dans le système solaire, on va décoller avec vous. Maître de conférence en planétologie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et votre présentation s'intitule « De Titan à Mars, des mondes au micro-ondes ». Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. J'espère que la lumière va s'éteindre un peu parce qu'il y a des jolies images. J'en profite aussi pour dire, pour préciser que je suis membre, depuis l'année dernière, je suis membre junior de l'Institut universitaire de France qui, il me semble, est hébergé par le Collège de France. En tout cas, la cérémonie d'investiture était ici. Et donc, c'est cet Institut de France qui donne ce temps et cet oxygène cognitif dont on parlait ce matin et qui est si précieux pour les chercheurs et encore plus pour les enseignants-chercheurs comme moi. Donc ici, ce que vous voyez, est-ce qu'il y a un pointeur ? Ce sont bien des images de surface du système solaire, de surface solide. Ici, la surface chahutée d'une comète. Là, un impact, un cratère d'impact sur un satellite de Saturne, des affleurements de roches sur Mars, une île sur la Terre. Donc ces images nous montrent la diversité des visages du système solaire qui elle-même témoigne de la variété des processus qui façonnent les paysages des surfaces solides. Donc des surfaces qui sont en fait à l'interaction entre l'intérieur des corps et l'espace ou l'atmosphère s'il y a une atmosphère et qui à ce titre sont soumis à un certain nombre de processus à la fois endogènes, le volcanisme, le tectonisme ou exogènes, des impacts, de la radiation, etc. Et donc étudier ces surfaces, c'est essayer en fait de retracer l'histoire de chacun des corps que l'on étudie, essayer de comprendre aussi ce qui est propre à ces corps et ce qui au contraire est plus commun à l'histoire du système solaire. Mais dans les mondes du système solaire, il y en a certains qui sont pudiques, et c'est le cas de Vénus et de Titan. Le Titan étant le plus gros satellite de Saturne, qui en fait cachent leur surface derrière une épaisse et opaque atmosphère. Donc ces mondes, on peut les explorer de façon in situ, c'est vrai, c'est-à-dire en envoyant des robots à leur surface, mais en fait c'est assez rare dans l'exploration planétaire et c'est souvent très périlleux. Et pensez qu'à la surface de Vénus, il fait presque 500 degrés, donc l'espérance de vie des robots est inférieure à 2 heures. Donc en général, on étudie les surfaces du système solaire par télédétection, c'est-à-dire à distance, sans contact, depuis soit un orbiteur, soit une sonde qui va survoler l'objet d'étude. Et cette observation par télédétection peut se faire dans différentes gammes de longueur d'onde, mais en l'occurrence, si on veut percer le voile des atmosphères de Vénus et de Titan, il faut aller bien au-delà du domaine optique, il faut aller à des longueurs d'onde plus grandes, de l'ordre du centimètre, voire du mètre, c'est-à-dire aller dans ce qu'on appelle le domaine micro-ondes, voire radio du spectre électromagnétique. C'est dans ce domaine qu'opèrent les radars, donc les instruments sur lesquels je travaille. Ici, j'illustre vraiment de façon très simplifiée le principe d'un radar qui, ici, observe une surface. Donc, en émettant des ondes vers cette surface, ces ondes vont rencontrer la surface, être en partie réfléchies, diffusées. Une partie de l'énergie va être aussi potentiellement transmise dans le sous-sol. Et finalement, le radar ne va récupérer que l'énergie qui revient dans la direction d'émission des ondes, qu'on appelle la direction de rétrodiffusion. Donc gardez en tête que ce radar, s'il opère en visée oblique et qu'il regarde une surface qui est très lisse, comme la surface d'un lac, toute l'énergie va être en fait réfléchie dans ce qu'on appelle la direction spéculaire et il verra une surface noire, alors que s'il observe une surface très rugueuse, chahutée, ou un sol très hétérogène, une bonne partie de l'énergie va revenir dans sa direction et on verra une surface brillante. Donc la surface de Vénus a été révélée dès les années 90 par justement un radar à bord d'une sonde américaine qui s'appelait Magellan. La surface de Titan, en revanche, a été révélée plus récemment dans le cadre de la mission Cassini-Huygens qui s'est achevée il y a seulement 1 an et demi et qui, pendant 13 ans et demi, a exploré le système de Saturne et qui, au cours de ces 13 ans et demi, a effectué 127 survols donc du plus gros des satellites de Saturne, Titan. Pendant ces survols, un certain nombre de données à radar, d'images radar ont été collectées et à la fin de la mission, environ 65% de la surface de Titan avait été cartographiée avec une résolution comprise entre 300 mètres et 4 km.
Donc voici quelques cartes postales de Titan envoyées par ce radar qui donc a révélé vraiment l'extraordinaire richesse géologique de Titan et de sa surface très très jeune, avec ici ce que vous voyez, ce sont des champs, des vastes champs de dunes linéaires, des dunes qui font plusieurs centaines de kilomètres de long et plusieurs kilomètres de large. Ici, on a des plaines uniformes, en tout cas à la résolution du radar, jouxtant des vallées, ce qui ressemble à des vallées plus encaissées, qu'on appelle des terrains labyrinthiques. Ici, vous voyez, on a une zone très brillante, donc très chahutée, très rugueuse, des montagnes peut-être, avec émergeant de ces montagnes des rivières qu'on pense asséchées, parce qu'elles sont brillantes, contrairement aux rivières que vous voyez ici, qui vont se jeter dans une des mers d'hydrocarbures de Titan. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces paysages, juste quelques mots sur les mers de sable de Titan. Donc environ 15% de la surface de Titan est recouverte de champs de dunes linéaires, essentiellement confinés dans la ceinture équatoriale de Titan, là où les conditions les plus arides règnent. Ce sont des dunes qui, d'un point de vue morphologique, ressemblent beaucoup aux dunes longitudinales qu'on trouve par exemple en Namibie, mais qui, d'un point de vue qui en termes de composition, sont très différentes, puisque les grains de sable qui les composent sont de nature organique. Ils sont en fait le fruit de l'intense photochimie dont l'atmosphère de Titan est le siège. Donc en fait, l'atmosphère de Titan, je ne l'ai pas dit, mais comme celle de la Terre, est dominée par l'azote et a aussi quelques pourcents de méthane. Et ces molécules d'azote et de méthane, dans la haute atmosphère de Titan, sont en permanence dissociées par notamment les rayons ultraviolets du Soleil. Les produits de cette dissociation vont se recombiner plus bas dans l'atmosphère pour former en particulier des aérosols solides qui, pour les plus lourds, vont tomber à la surface. Dans mon laboratoire, le LATMOS, on a précisément une expérience de simulation qui simule l'atmosphère de Titan et permet de synthétiser des analogues des aérosols de Titan. Vous en voyez ici, ce qui au passage nous donne une idée de la couleur de la surface de Titan. On a, outre les mers de sable, on a aussi, la surface de Titan abrite aussi des mers liquides, d'hydrocarbures liquides. Donc, je ne l'ai pas dit non plus encore, mais la pression à la surface de Titan est sensiblement la même que la pression terrestre, 1,5 bar. En revanche, évidemment, on est 10 fois plus loin du Soleil, donc les températures sont glaciales. Il fait en moyenne moins 180 degrés sur Titan. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces conditions de pression et température correspondent presque au point triple du méthane et de l'éthane. Donc en fait, sur Titan, il y a un cycle du méthane et de l'éthane, comme sur Terre, il y a un cycle de l'eau. Donc il y a des pluies et ces fameuses étendues liquides, d'hydrocarbures liquides, ces lacs et ces mers qui avaient été anticipés avant l'arrivée de la mission Cassini dans le système de Saturne, mais dont la découverte a été quand même particulièrement belle. Titan est à ce jour donc le seul corps du système solaire présentant des étendues liquides à sa surface. Vous voyez ici 2 cartes radar du pôle nord et du pôle sud de Titan, donc colorisées avec donc cette couleur qui est celle des aérosols de Titan. Et vous voyez qu'en fait les lacs sont confinés au pôle et plus précisément au pôle nord de Titan. Le radar de Cassini a même réussi, lors d'une observation altimétrique, à mesurer la profondeur d'un lac de Titan. Donc, en visée verticale, comme ici, il a en fait mesuré à plusieurs reprises deux échos. Un premier écho provenant de la réflexion des ondes émises sur la surface d'un lac et un second résultant de la réflexion donc sur le fond de ce lac. Et en analysant, en mesurant la différence de temps d'arrivée entre ces deux échos, on a pu en déduire la profondeur de ce lac et même dresser ce qu'on appelle une carte bathymétrique du lac où on voit qu'au plus profond, le lac fait quand même 200 mètres de profondeur. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est vrai qu'une des questions qui anime beaucoup les planétologues, et en particulier les planétologues qu'on qualifie d'exobiologistes, c'est de savoir si ces lacs pourraient être un berceau d'une forme de vie comme l'eau liquide a été le berceau de la vie sur Terre. Bien sûr, je n'ai absolument pas la réponse, mais c'est cette même question de la possibilité d'une vie
qui anime aussi toutes les futures missions vers Mars. Donc là, vous voyez, j'ai bougé vers Mars, puisque je suis impliquée dans une de ces futures missions, ExoMars 2020, qui partira l'année prochaine, et dont l'objectif est précisément donc la recherche de vie passée, présente, voire présente, sur Mars. On sait que Mars, il y a environ 4 milliards d'années, était habitable. Il y a de sérieux indices à la surface, à la fois des indices chimiques et géomorphologiques qui nous montrent que de l'eau liquide, notamment, a coulé à la surface. Aujourd'hui, la surface de Mars est sèche, aride, hostile, elle est soumise à des radiations. Donc, si on veut creuser la question de la vie, il faut littéralement aller dans le sous-sol. Et les radars peuvent, et les micro-ondes peuvent aussi nous permettre de faire ça, de voir ce qu'il y a sous la surface. Depuis quelques années, 2 radars sondeurs scrutent le sous-sol de Mars, ont ouvert cette 3e dimension. Vous avez peut-être entendu parler cet été de la détection d'une couche saturée en eau liquide sous la calotte polaire sud de Mars. Alors pour finir, j'ai envie de faire de la pub pour le prochain radar qui va aller vers Mars, puisque c'est un radar en grande partie français, développé, conçu et construit en grande partie dans mon laboratoire, et qui, donc, dans le cadre de la mission ExoMars 2020, va se promener à la surface de Mars, donc il sera sur ce qu'on appelle un rover, il n'y a pas vraiment de mot français, et qui devra donc ausculter et révéler la structure du sous-sol de Mars sous le rover, pour aussi guider la foreuse qu'embarque ce rover dans le choix d'un site de prélèvement d'échantillons à la fois pertinent scientifiquement et sans risque. Il ne faudrait pas que la foreuse bute sur un caillou. Donc je vous encourage à suivre cette aventure d'ExoMars 2020. En fait, le rover arrivera dans exactement 2 ans à la surface de Mars. Et je conclurai, parce qu'on nous avait demandé de dire quand même un peu quel rôle le CNRS avait joué dans nos parcours personnels. Alors moi, je suis universitaire, essentiellement financée par l'Agence spatiale française, en fait. Donc là où le CNRS intervient, c'est dans le fait que je travaille dans une unité mixte de recherche. Et une unité mixte, et ce qui me permet d'insister sur le fait que tous les travaux que je vous présente sont le fruit, évidemment, d'un travail d'équipe, de personnes, pas de stars, il n'y a pas de stars dans l'équipe, ou alors des stars très confidentielles, mais d'individus assez hétérogènes, de parcours et d'âge variés. En planétologie, il n'y a pas de retraite, et on commence très tôt. Et le CNRS, peut-être en finançant les unités mixtes, contribue en tout cas à réunir ces individus hétérogènes qui sont essentiels pour la recherche. Je vous remercie.